Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Sales Intelligence. C'est quelque chose qui est vraiment en train de débouler, qui est en train de changer la vie des commerciaux et qui va les changer dans les mois et années à venir. C'est un article que j'ai écrit pour Sparklane, qui est une solution de Sales Intelligence justement, et qui explique qu'est-ce que c'est la Sales Intelligence, en quoi ça va changer la vie des commerciaux, et surtout comment la mettre en pratique. Voilà. C'est simple, hein, moi je dirais que la Sales Intelligence c'est un petit peu comme un GPS commercial qui aide le commercial à atteindre son but le plus rapidement possible en minimisant ses efforts et les problèmes qu'il pourrait rencontrer, c'est-à-dire envoyer le bon message au bon moment et aller plus vite et éviter de se perdre dans des détours commerciaux. Voilà. Tout simplement, ça va l'aider à être plus efficace pour exploiter enfin les données qui sont à sa disposition. Alors bien entendu, des données du CRM, mais ça peut être des données du web ou des données comportementaux, par exemple avec des alertes si le client clique sur quelque chose, si on voit par exemple qu'il a ouvert un email ou des choses comme ça, ou du scoring pour dire voilà, je vais me concentrer sur les prospects les plus chauds. Alors en fait, cette partie de cette intelligence vient aussi d'un constat que le métier du commercial est en train de subir une révolution tout simplement. Hein. Il y a par exemple Forrester qui indiquait que le commercial B2B est en train de mourir ou va mourir dans quelques années puisqu'en fait le métier est en train de changer. Parce que oui, c'est vrai, le métier de commercial B2B avant était beaucoup lié à aller rencontrer des clients, aller les voir, etc. etc. Maintenant en B2B, on a plus en fait une évolution vers la vente un peu plus traditionnelle, avec une équipe de télésales, avec du marketing qui génère des leads et bien entendu avec un commercial mais qui est là pour closer. Donc on voit bien qu'il va y avoir moins de postes de commercial B2B mais plus de valeur ajoutée. Voilà. On arrive c'est selon Forrester, hein, on arrive vers une vente plutôt à valeur ajoutée, une vente d'intelligence où on apporte des solutions aux clients et on essaie vraiment d'apporter de la valeur. Si c'est juste appeler pour appeler, ça ne sert à rien, il faut véritablement appeler pour avoir quelque chose. D'ailleurs, on voit bien le commercial qui est resté au bureau, qui attendait un appel ou qui attendait qu'on lui envoie un lead, qui va voir toujours les mêmes clients en voiture, qui va les visiter, qui remplit des bons de commande. Ça, c'est un petit peu disparu. Maintenant, le commercial est en train d'évoluer pour tout simplement avoir de nouvelles missions. En particulier, on voit, moi je le vois, hein, de plus en plus le travail du commercial est normé. La révolution industrielle qui a touché tout ce qui était la production, les ouvriers, etc. est en train d'arriver aussi dans des services dans l'entreprise. Hein. Moi, je le vois au niveau du marketing. On m'a jamais autant demandé d'automatiser des process, de tenir des résultats, d'améliorer les processus internes. Bref, on est en train de refaire ce qu'on a vu pour les ouvriers dans les entreprises, qu'on a vu dans la comptabilité, où maintenant, avant le comptable, c'était tout à la main, on faisait des écritures, etc. Puis maintenant, en fait, c'est un logiciel qui fait ça. Et puis, à la place de faire des tâches à faible valeur ajoutée comme la saisie de chèques et rentrée des chèques, tout ça c'est intégré directement depuis les logiciels et puis maintenant les gens de la comptabilité font plutôt des choses à valeur ajoutée comme du contrôle de gestion et on arrive à la même chose dans le métier du commercial et dans le métier du marketing. On va définir un cycle de vente normé, on va suivre, ce qui permettra d'ailleurs aux commerciaux qui ne sont pas forcément très structurés d'avoir un peu plus de cadrage et aux commerciaux qui sont déjà structurés et cadrés d'avoir peut-être un peu plus de créativité, d'inventivité. Donc c'est un petit peu dans les deux sens. Alors bien sûr les gens me diront avec ça le commercial en fait va perdre sa créativité, on va rester dans quelque chose qui va être moins créatif. La vente est un art quelque part, oui il faut connaître les gens, mais quelque part en fait il y aura toujours de la place pour les gens qui surperforment. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps dans un chiffre, on montre tout simplement qu'un commercial qui passe plus de temps à préparer son emploi du temps, à préparer ses visites est beaucoup plus performant et passe plus de temps à vendre. Donc il faut éviter d'être un petit peu dispersé et c'est un petit peu ce que j'ai dit précédemment. On améliore la performance des gens et la productivité. Alors après, l'intérêt aussi c'est au niveau de la direction, tout simplement de pouvoir analyser les performances, là où ça va pas. Pour coacher, hein, tout simplement, parce que parfois on a l'habitude d'avoir une méthode de travail, parce qu'on l'a fait depuis quelques années, et pourtant en fait celle-ci peut évoluer et donner plus d'efficacité. Et après également travailler sur les taux de concrétisation, puisque c'est comme sur un site internet, hein, la conversion des leads tient parfois à peu de choses, et moi ça m'est déjà arrivé de faire des bilans de leads que j'ai envoyés à des commerciaux, et qui me disent ouais mais il a pas voulu, on n'est pas allé plus loin, parce que ceci, parce que cela, puis je dis mais attends, il y avait ça, il y avait ci, il y avait ça, t'as pas pensé, ah bah non j'ai pas pensé, maintenant c'est trop tard. Donc le but en fait c'est d'aller essayer d'agir à ces différents moments clés de la vente et essayer de ne pas perdre la vente parce que la concurrence est devenue beaucoup plus importante.
Après aussi, la Sales Intelligence, c'est prendre en compte l'évolution technologique, en particulier au niveau de la mobilité, pour que le commercial soit plus tout seul de son côté, mais qu'il soit toujours relié à l'entreprise, relié en fait à sa base arrière, un petit peu comme un militaire va en campagne. S'il n'y a pas la logistique qui suit, on se retrouve vite fait à court de munitions, on se retrouve un peu seul sur le terrain, tandis que si on est toujours lié à l'entreprise, on peut avoir des informations, des argumentaires, on peut chatter, on peut discuter, et on peut également aller puiser des informations, des renseignements sur les médias sociaux qui sont souvent très très riches et actuellement très sous-exploités, en particulier dans le B2B, puisque on avait beau dire oui, les médias sociaux, ça va être le top en B2C. Or, en fait, moi je me rends compte que c'est de plus en plus en B2B que c'est hyper important parce qu'on vend avant tout à des personnes, on ne vend pas à des entreprises, et savoir quelle est la fonction de la personne dans l'entreprise, savoir à qui elle est en rapport, éventuellement trouver des personnes communes qui peuvent vous recommander, c'est super intéressant et ça permet de se différencier des concurrents. Voilà. Et là encore une fois, j'ai mis un petit graphique en fait sur le commercial avec les quatre types d'acheteurs et bien sûr le commercial devra s'adapter à ça. Il y a certains qui veulent montrer, montrez-moi comment ça marche et donc à ce moment-là le commercial B2B sera plutôt dans le domaine de la démonstration, de la présentation. Alors bien sûr, faut pas tomber dans le piège de tout montrer. Ça, je vois certains commerciaux comme ça qui s'épuisent et qui montrent et qui montrent. Il faut montrer 3-4 fois et après il dit oui on le fait, il n'y a pas de souci, vous pouvez nous faire confiance, etc. Parce qu'à force de tout montrer, vous perdez du temps, ça devient confus, vous rentrez dans la complexité. Voilà. Unlike me, tout simplement, c'est les gens qui disent bah voilà, essayez de me faire rêver, quoi. Faites-moi rêver, montrez-moi ce que je peux faire, donnez-moi des idées. Alors là, encore une fois, aussi, il ne faut pas aller trop loin. C'est un problème que je vois souvent chez les commerciaux. Ils commencent à montrer tellement de choses qu'on peut faire avec le produit, alors que le client a des besoins simples et il vous dira ah non mais attendez, moi j'ai pas besoin de ça, moi j'ai des besoins simples, votre produit est trop cher, moi je veux arriver à tel niveau. Donc en fait, il faut certes faire un peu rêver, mais il faut donner la perspective sur tout ça, mais il ne faut pas non plus aller trop loin que ce que réclame le client, autrement il va se dire non mais ça c'est une usine à gaz, c'est une Rolls-Royce, moi j'ai pas besoin de ça. Voilà. Serve me, c'est tout simplement des gens qui, ça se joue de plus en plus, et moi d'ailleurs je suis plutôt ce style-là en termes d'acheteur, c'est ok, bah voilà, j'ai déjà analysé sur le web, j'ai déjà pris des renseignements, ce que je veux maintenant c'est que vous m'expliquiez comment faire, est-ce que je peux avoir une réduction, est-ce que je peux avoir ceci, cela. Donc des gens qui sont pressés, moi je sais que je suis pressé, quand je demande une démonstration, c'est que j'ai déjà regardé, etc. Et j'ai déjà une série de questions, je ne veux pas perdre de temps, voilà. Et certains qui disent au contraire guide me, guidez-moi, c'est tout simplement parce que c'est des gens qui sont vraiment en phase de réflexion, en amont de l'acte d'achat ou qui connaissent pas trop, etc. Et ça, c'est souvent des très 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 bons clients, puisqu'en fait, c'est des gens qui vous feront confiance. Et si vous arrivez justement à être dans les premiers à appeler, ça, vous allez vraiment faire la différence. Moi, j'ai déjà vu, souvent en fait, quand on est le premier à appeler un prospect qui a mis un formulaire prospect sur le site internet, vous êtes le premier à pouvoir expliquer, donner des conseils, envoyer un livre blanc, etc. Et en fait, comme ça, le client vous fait confiance et vous êtes, entre guillemets, sa référence. Si vous arrivez dixième parmi les personnes qu'elle aura contactées, il vous aura dit, attendez, j'ai déjà vu tout ça, j'ai déjà vu avec un autre fournisseur, et puis votre livret blanc, ok, ouais, mais j'ai déjà lu un ou deux auparavant, donc ça m'intéresse pas. C'est ça qui fait que c'est important d'être réactif sur le web. Et on voit très bien que, moi je l'ai vu de manière concrète, si on est premier à répondre à une demande, tout de suite on prend l'ascendant sur les autres. C'est vraiment de manière concrète et pratique. C'est pour ça que moi je recommande de mettre un chat sur le site internet. Voilà. Alors, pourquoi il est essentiel maintenant de passer à la Sales Intelligence? Tout simplement parce que, comme je le disais, le métier de commercial évolue. Généralement, il y a moins de commerciaux et on a plus de leads à traiter. Donc, il faut appeler au bon moment, quand il le faut, avec le média qu'il faut et avoir un maximum d'impact. Alors, dans le domaine de la prospection, ça devient vite indispensable quand on met en place l'inbound marketing ou du marketing digital, parce que tout simplement, on va avoir beaucoup de leads à traiter. Moi je le vois avec des livres blancs, des web séminaires. Si j'attire pas minimum 50 personnes pour un web séminaire, c'est que j'ai pas très bien fait mon travail. Donc en fait, véritablement, je le vois, on a sur les 50 prospects qu'on va inviter, il y en a peut-être 2-3 qui seront vraiment des prospects chauds sur lesquels il faut insister. C'est-à-dire que c'est les gens qui vont après poser des questions, c'est les gens qui vont par exemple avoir une adresse pro et pas une adresse Gmail, c'est des gens qui vont lire le message, il y a des gens qui vont consulter plusieurs pages sur le site internet. Donc
avoir ce tracking-là, ces informations-là, et permet d'identifier le bon grain de livret. C'est vraiment important de faire ça. Et pas perdre son temps avec des prospects qui n'ont aucun intérêt, qui sont des étudiants, qui n'ont pas de budget, qui sont très en amont de l'acte d'achat, etc. Je reviendrai d'ailleurs sur ces gens qui sont en amont de l'acte d'achat. C'est pas forcément le commercial qui devra le traiter, mais c'est plutôt du marketing et du marketing automation. Voilà. Donc, il faut vraiment véritablement mettre ses efforts sur les prospects qui valent le coup. Une étude en fait de Scripted montre que 44% des commerciaux laissent tomber un lead après un appel infructueux. Et généralement, il faut 2 appels pour joindre une personne. Donc c'est vraiment important de se dire, ok, je les contacte et après je mets en place un système qui va permettre de les relancer automatiquement. Ça peut être par email, par téléphone. Moi, je le vois souvent avec nos commerciaux. Ils me disent, bah, ok, j'ai essayé de les appeler, je ne les ai pas eu. Je leur envoie un mail. Ok, je dis bien, mais très bien. Mets en place ta task automatique qui va permettre après de faire une relance et tu vas pouvoir le relancer soit par email, soit voir s'il a cliqué ou lu sur l'email pour le relancer. Parce qu'envoyer un email et puis après, bon, on oublie. Si le client ne rappelle pas, ben, ça part dans la nature. Donc, d'où l'importance, en fait, justement, de donner un peu de l'intelligence à ce que l'on fait et d'aider le commercial pour se concentrer sur ce qu'il y a de vraiment important. C'est-à-dire que j'envoie un email, mais après j'ai des rappels, des relances sur les gens qui m'ont pas répondu, ou je peux voir si la personne finalement a lu l'email ou pas. Voilà. Donc tout simplement, moi aussi c'est ce qu'on fait, c'est mettre un scoring sur les formulaires qui sont remplis. C'est-à-dire que tous les formulaires prospects ne se valent pas. Quand on a par exemple des adresses Gmail, Hotmail, etc., etc., c'est pas la même chose qu'une adresse professionnelle avec un numéro de téléphone. Donc nous en fait on a mis en place un système de scoring qui fait que si c'est une adresse proof avec un numéro de téléphone et un nom de société, ok, il y a un engagement de la part des commerciaux, de la cellule de qualification, c'est-à-dire une personne, hein, la cellule c'est une personne, qui va les rappeler en fait dans la journée ou la matinée si c'est en fin de journée. Par contre, si c'est à l'inverse une adresse email sans nom de société, sans numéro de téléphone, à ce moment-là, hop, au contraire, on va juste faire du marketing automation pour savoir si la personne a ouvert ou pas les emails, si elle va ou pas sur le site internet, etc., etc. Donc voilà, donc c'est vraiment une différence de traitement qu'il faut faire pour se concentrer sur les meilleures entreprises. Pareil aussi, la qualification permet aussi d'identifier les grandes entreprises des petites entreprises. Voilà. Et vous pouvez également savoir ce qui peut l'intéresser. Au lieu d'avoir juste un email et savoir qu'est-ce que la personne en fait a rempli, vous pouvez même avoir, par exemple moi je le vois avec le chat, je peux savoir sur quelle page elle a été. Si elle a visité une page par exemple sur l'industrie pharmaceutique, je sais que c'est plutôt ça qui l'intéresse. Ou s'il a visité certaines pages sur par exemple la gestion de projet, je sais que c'est ça qui l'intéresse. Voilà, tout ça, ça permet de mieux identifier les besoins. Voilà. Et d'adapter son discours. Alors, autrement aussi, la Sales Intelligence, donc le scoring, etc., permet d'éviter le phénomène de ce que moi j'appelle le pipeline obèse. C'est-à-dire qu'un pipeline classique, un portefeuille de prospects en cours, généralement il y a des prospects ici, tous les prospects de l'entreprise. Ensuite, ils sont qualifiés, ils sont prospects chauds en négociation commerciale et en vente. Le problème, c'est que si vous ne faites pas un tri au départ, le commercial va se retrouver avec beaucoup de leads à traiter, donc des formulaires. S'il appelle ou s'il contacte tous les gens qui ont laissé une demande de livre blanc, etc., etc., et bien il va perdre son temps. Donc il faut au contraire s'intéresser sur les prospects les plus intéressants. Et ceux qui ont, par exemple, fait une demande d'information, une demande de documentation, etc. Tandis que les autres, on va les laisser en haut. Donc en fait, cet aspect pipeline obèse, c'est quand on essaie de trop gérer des leads à faible valeur ajoutée. Le commercial s'éparpille, le commercial perd du temps et ne se concentre pas sur les affaires. Finalement, on fait au global moins de ventes, tout simplement. Voilà. Alors en pratique, comment ça marche la Sales Intelligence? Tout simplement, la Sales Intelligence, c'est se dire que le commercial n'est pas juste quelqu'un qui est attentiste et qui va attendre des prospects du marketing. Ça, on le voit beaucoup dans des entreprises du B2B. On dit au marketing, vas-y, lance des campagnes, et puis bon, maintenant, moi j'attends de leads, il faut générer plus de leads, j'ai pas assez de leads, etc. Tout simplement parce que les commerciaux ne prennent pas une part active à la génération de prospects. Et ça, c'est surtout lié à un historique d'entreprise. Or, en fait, un commercial doit pouvoir lui-même gérer par son réseau du leads de manière online ou offline. De manière offline, c'est tout simplement envoyer régulièrement une information à ses clients ou aller prendre des nouvelles de ses clients pour essayer de voir s'il y a des prestats complémentaires, etc. On cite toujours un exemple, en fait, l'histoire un des meilleurs vendeurs de voitures
des États-Unis qui avait une technique comme ça. À chaque année, il envoyait plusieurs centaines de cartes de vœux manuscrites à ses clients, à ses anciens clients, pour se rappeler à leurs bons souvenirs. Et en fait, grâce à ça, il récupérait des gens qui disaient ah tiens, justement, j'aimerais bien changer de voiture, ou justement, tiens, j'ai un de mes cousins qui veut aussi changer de voiture, etc., etc. Donc, prendre des nouvelles régulières, c'est important et ça permet de nouer une relation et de garder une relation et d'avoir comme ça des gens qui vous amènent des prospects. Après, de manière online, c'est tout simplement ajouter systématiquement, par exemple, moi c'est ce que je fais, hein, les prospects chauds, les prospects importants, je les ajoute sur LinkedIn de manière automatique. Hop, enfin automatique, manuel plutôt. C'est-à-dire que quand j'ai quelqu'un qui est important, qui est intéressant, et ben ce que je fais, c'est que je vais aller sur LinkedIn, je vais taper son nom et je vais l'ajouter. Et je dis, bah voilà, suite à votre demande d'information, je me permets de vous contacter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rappeler, etc., etc. Donc en fait, ça permet tout de suite d'établir un premier lien et puis de suivre la personne et ne pas être un simple inconnu. Ça permet également de se renseigner sur son prospect, qui il est, si on n'a pas des contacts en commun, si quelqu'un ne peut pas me mettre en relation, etc., etc. Et puis je vois aussi le poste de la personne, ce qu'il a fait auparavant pour savoir un petit peu son niveau. Alors après, on peut également optimiser sa visibilité pour avoir justement un aperçu un peu plus pro. Moi, ce que je fais, c'est que je mets toujours une cover, c'est-à-dire qu'en fait, en haut de mon profil Facebook, là, j'ai une petite image qui me permet en fait d'avoir un profil un peu plus sympa, un peu plus attractif. Également, si je publie sur LinkedIn+, vous voyez ici tout en bas là, je republie les articles du blog pour tout simplement en fait donner plus de visibilité. Il y a certains comme ça de ces articles qui font 300, 400 vues et qui font, enfin vues lecture hein, bien entendu, et après il y a des likes, il y a des partages, des commentaires, et ça me permet comme ça d'augmenter la viralité de mes contenus et bien sûr par exemple des web séminaires. Dès qu'il y a un web séminaire que j'organise, systématiquement, je le mets sur LinkedIn Pulse, donc qui est un espèce de moteur de blog sur LinkedIn. Systématiquement, lorsque je publie un livre blanc, je mets un petit intro et quelques textes et le lien pour le télécharger sur LinkedIn Pulse. Systématiquement, lorsque je fais un replay de web séminaire, bah, aussi, je mets le premier extrait dessus. Bah, d'ailleurs, je peux vous le montrer. Hop, ici de manière classique hein. Vous allez sur LinkedIn, vous allez sur mon profil et vous pouvez voir en fait dans mes actualités, dans mon réseau, vous verrez en fait que j'ai grosso modo là 39 articles qui ont été publiés. Là, la dernière fois, c'était le compte rendu du web séminaire, les challenges à relever. Il y a eu 34 vues, c'est un petit peu light. Il y a eu 9 likes. Juste avant, j'ai fait 10 règles d'or pour réussir en prospection commerciale. Il y a eu quand même 300 et quelques vues, 22 likes, 6 commentaires. Donc en fait, ça bouge un peu quoi. C'est le LinkedIn, c'est quelque part le Facebook professionnel. Hein. Et pareil, je vois aussi beaucoup de gens qui ne mettent pas un résumé. Moi, je conseille toujours de mettre un petit résumé qui présente en fait les produits d'entreprise dans le résumé, qui permet de savoir pourquoi vous plutôt qu'un autre. On travaille son USP, Unique Selling Proposition, en quoi je suis différent des autres, et le pitch, hein, pourquoi acheter chez moi plutôt qu'un autre. Voilà. Et bien sûr, vous pouvez partager de manière automatique votre contenu de blog ou votre Twitter avec votre compte LinkedIn. Moi, j'utilise beaucoup Zapier. Zapier qui est en fait un petit outil ici qui permet de synchroniser des données. Vous voyez, ici Zapier LinkedIn, et comme ça automatiquement je vais pouvoir synchroniser mes données. Donc vous voyez ici sur Zapier, vous pouvez choisir, voilà, je vais automatiquement partager quelque chose que j'ai sur Facebook, sur LinkedIn, ou un flux RSS sur LinkedIn, par exemple, donc un blog, hein, moi typiquement c'est ça, c'est un flux RSS de blog que je mets sur LinkedIn, ou alors mon compte Twitter qui republie sur mon compte LinkedIn. Comme ça en fait ça permet d'automatiser un petit peu son travail, donc c'est assez efficace, hein, je trouve que c'est vraiment pratique. Voilà. Alors, donc là, vous avez à votre disposition aussi des outils que généralement l'entreprise met pour vous. Hein. Par exemple, c'est des cartes de vœux, des goodies électroniques ou physiques. Ça, c'est important pour aller revoir les gens. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire à mes commerciaux, mais attendez, là, on vient de sortir un goodies. On a sorti par exemple une coque iPhone, on a sorti un nouveau stylo, on a sorti des blocs-notes, on a sorti un certain nombre de choses. Et de dire, bah tiens, t'as qu'à proposer à tes prospects, tiens, est-ce que je peux vous envoyer un petit cadeau? Ou si tu passes dans le coin, hop, tu les offres, etc. T'en mets dans ta voiture, etc., etc.
Voilà, donc ça permet de revenir un petit peu à la charge. Aussi les livres blancs, ça aussi, à chaque fois moi quand je ressors un nouveau, je les envoie aux commerciaux et les commerciaux comme ça en fait, un nouveau contenu qu'ils peuvent envoyer à leurs prospects en disant bah tiens, si ça vous intéresse, on a fait ceci, ou alors une interview vidéo, etc. etc. Généralement, moi j'interviens à chaque réunion commerciale et lors des réunions commerciales, je leur représente les derniers outils marketing qu'on a créés et comment ils peuvent les utiliser et dans quel contexte. Et là tout simplement, bah, ça permet d'avoir beaucoup plus d'impact et de pouvoir relayer l'information. Voilà. Et après, ce qui est intéressant aussi, ça je le dis, parfois en fait il y a beaucoup de gens parmi vos contacts à vous, personnels, qui ne savent pas ce que vous faites vraiment, que ce que fait votre entreprise, en tout cas toute la gamme de produits. Ils savent que vous êtes plus ou moins les entreprises qui fait ceci, cela, mais ils ne savent pas ce que vous faites de manière concrète. Moi j'engage tout le monde en fait à relayer sur Facebook de temps en temps, parce que c'est pas non plus le lieu pour beaucoup de personnes, mais relier de temps en temps un peu contenu professionnel, par exemple une photo sur un salon, une nouveauté produit, etc., etc. Et des fois, on est assez surpris des gens qui vous disent bah, tiens, on fait ceci, on fait cela. Par exemple, moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai travaillé sur un web séminaire avec notre directeur commercial et puis le responsable des avant-ventes. Et je leur ai dit, bah attends, ce qu'on va faire, c'est que tu vas me donner tes contacts sur LinkedIn. C'est-à-dire qu'ils extraient les contacts sur LinkedIn. Pour ça, en fait, c'est vraiment simple, hein. On va sur LinkedIn et on va en fait sur son réseau de relations et on va extraire les données. Donc vous allez dans mon réseau, vous allez dans relations. Et ensuite, en fait, vous allez cliquer sur la petite roue crantée en haut à droite, là. Et là, en fait, vous faites exporter mes relations LinkedIn. Et là, vous allez pouvoir exporter les emails de tous vos contacts et leur envoyer un message disant tiens, j'organise ou je co-anime un web séminaire, venez. Et ça nous a permis d'avoir deux gros leads, mais vraiment de très gros leads sur le dernier web séminaire, tout simplement parce que on a envoyé un email comme ça à ses contacts qui étaient entre guillemets dormants, alors qu'il n'y avait qu'une chose, c'était les réanimer. Voilà. Et à partir de ce moment-là aussi, moi je vous invite aussi à regarder un film qui est assez intéressant, ça s'appelle La Family Jones. C'est David Duchovny qui avait joué dans ce film-là. C'était assez intéressant, c'était en fait sur les prescripteurs, puisqu'en fait il y a de plus en plus de personnes qui sont des influenceurs qui incitent les gens à commander parce que tout simplement ils ont un aura, une influence, etc., etc. Et là justement la famille Jones, c'était exactement un film là-dessus. C'est des gens en fait qui sont payés par des marques pour les faire connaître en fait et montrer tiens voilà je viens d'avoir une super bagnole, tiens j'ai acheté une marque de vêtements ou j'ai une super montre, etc., etc. Et en fait donc David Duchovny il arrive dans ce métier là et il comprend très rapidement que pour réussir à faire plus de ventes, il faut arrêter de faire tout soi-même, mais il faut se créer tout simplement un réseau d'influenceurs. Et comment on se crée un réseau d'influenceurs? En trouvant des gens qui sont en contact avec des clients et en essayant tout simplement de pouvoir leur montrer que ils peuvent recommander les produits. Alors ils peuvent le faire gratuitement ou le faire de manière payante. De manière payante, qu'est-ce que c'est? C'est que tout simplement, s'ils recommandent un produit, ils ont le droit à X%, ils ont le droit à un petit cadeau. Par exemple, vous avez un client, dites bah, tiens, si tu me recommandes quelqu'un, tu as le droit à 10% ou un petit cadeau, et ton client a un droit à 10%. Donc bien entendu, vaut mieux du cadeau que de la remise sur le produit, c'est toujours beaucoup beaucoup plus efficace. Donc là, c'était donc la famille Jones, c'est quelque chose qui marche vraiment bien, c'est de trouver des gens qui sont en contact avec vos propres clients. Dans le cas de figure de la famille Jones, c'était tout simplement un prof de golf qui avait été entre guillemets séduit par David. Enfin, David Duchovny a montré au prof de golf du club de golf, ouah, tiens, il y a un super club, etc., etc. Et c'est lui, après le prof de golf, qui montrait aux autres clients qu'avec cette fameuse marque de club de golf, ils étaient beaucoup plus efficaces. Vous aussi, si vous pouvez identifier comme ça des gens qui sont prescripteurs et qui sont en contact avec vos clients, c'est tout bénef. Par exemple, dans le domaine des experts comptables, on le voit beaucoup, un expert comptable, il va recommander à ses clients en fait une marque de logiciel qui soit compatible avec la leur. Si vous êtes capable d'avoir du relationnel, de montrer que vos produits sont bons avec un expert comptable, lui après il sera capable tout simplement de recommander vos produits. Voilà. Alors, l'autre chose en fait, c'est la deuxième partie, c'est de faire un focus sur les prospects
avec le plus haut potentiel et devenir proactif. La Sales Intelligence, en fait, c'est pas j'attends que mon client m'appelle ou j'attends qu'un livrement soit téléchargé. On devient proactif. On essaye de trouver des gens qui sont susceptibles d'être intéressés par les produits. Par exemple, en fait, des produits comme Sparkline permettent d'identifier les dernières nominations entre directeurs commerciaux, responsables des ventes, blablabla, d'avoir des levées de fonds et ainsi savoir quelles sont les personnes à contacter. Vous pouvez les féliciter, bravo pour votre nomination. Si cela vous intéresse, il y a peut-être un outil qui pourrait vous aider, etc., etc. Ou j'aimerais vous rencontrer pour faire ceci, cela. Ou j'aimerais vous inviter à une réunion. Ou j'aimerais vous offrir un livre pour vous donner des astuces pour faire ceci, cela. Le but, en fait, c'est de ne pas attendre que la personne vous appelle, mais travailler véritablement de manière proactive. Vous dire, voilà, mon type de client, c'est le directeur commercial ou les startups, et j'essaye d'identifier tous les gens qui rentrent dans ce créneau-là aussi. Voilà. Donc en fait, bien entendu, on va aussi identifier avec des outils de tracking comme Webleads Tracker, quelles sont en fait les personnes qui visitent un site internet. Ça, c'est surtout valable en B2B. C'est-à-dire que sur un site web, on va pouvoir voir quelle est l'adresse IP de la personne qui visite. Et à ce moment-là, on voit que c'est telle entreprise et on sait, tiens, l'entreprise bidule a été 4 fois sur le site, ils sont allés sur telle page et on peut se dire, tiens, je vais aller pouvoir le contacter. de contacter. Alors le problème généralement, c'est que vos commerciaux vous diront, oui mais attends, ces gens-là, ils n'ont pas de besoin, je sais pas qui est appelé dans l'entreprise. Et là en fait, généralement la discussion s'arrête assez vite parce que c'est des prospects souvent froids, ils n'ont pas rempli de demandes d'infos sur le site, ils n'ont rien fait, ils sont juste venus visiter, ils sont en recherche. Et le problème c'est que généralement ces gens-là, ils vont aller voir d'autres concurrents et vous les perdez. Donc une bonne solution dans ces cas-là, c'est d'aller utiliser les médias sociaux. C'est-à-dire que ces gens-là qui visitent l'entreprise, enfin le site de l'entreprise, ce que vous faites, c'est que vous allez tout simplement les ajouter sur les médias sociaux. L'entreprise Martin visite le site internet, vous allez sur les médias sociaux, vous cherchez par exemple directeur commercial, directeur des achats, etc. de l'entreprise Martin, et vous l'ajoutez, et vous dites voilà, si vous souhaitez une démonstration sur nos produits, je peux vous aider. Alors c'est une méthode, un premier pas, qui peut être intéressante. Après, vous pouvez aussi aller plus loin et faire du contact, par exemple envoyer un email au contact ou utiliser des outils comme Datanana qui permettent d'identifier les emails, le numéro de téléphone des personnes à appeler. Mais déjà, ce premier contact, de se dire tiens, je vois qui arrive dans l'entreprise. Ensuite, je peux les contacter via les médias sociaux pour un premier contact. Ça permet déjà d'aller un petit peu toucher du doigt le besoin du client et montrer qu'on est déjà là. Voilà. Bon, bien entendu, je ne rentrerai pas sur les outils d'emailing qui permettent de savoir qui a cliqué, qui a ouvert ou pas, même des outils comme Effici ou Tilki ou Salesforce qui permettent tout simplement de savoir si un client a consulté un devis ou pas, combien de pages ont été lues. Par exemple, avec Tilki, on peut savoir combien de temps le client a passé sur la lecture de la proposition commerciale et quelle page l'a intéressé. Et là, tout de suite, ça vous permet de savoir si la proposition est pertinente ou pas et d'aller appeler la personne. En fait, avec la Sales Intelligence, le commercial n'est pas simplement passif, il prend vraiment l'initiative, il est là pour savoir ce qui se passe, il est là pour anticiper et être plus rapide que ses concurrents. Voilà. Et bien entendu, en même temps, on va essayer de mettre aussi de l'automatisation. On ne va pas uniquement aller faire du relationnel, on va automatiser un certain nombre de choses. Par exemple, des outils comme Boomerang sur Gmail qui permettent de préprogrammer des emails de relance. Par exemple, si le client n'a pas répondu au bout de X jours à une offre commerciale, hop, on lui renvoie un message en disant tiens, est-ce que je peux vous aider, est-ce que vous avez besoin d'une info, est-ce que il y a quelque chose qui n'est pas clair dans le cahier des charges, etc. etc. Voilà. Il y a aussi d'autres outils comme emailga.me qui permet de programmer automatiquement des messages. Par exemple, ça c'est valable quand on est surtout dans des domaines avec des produits récurrents, où on peut se dire tiens, X semaines plus tard, X mois plus tard, on envoie automatiquement un client pour proposer un accessoire, un produit complémentaire, un consommable. Ça c'est vraiment intéressant. On peut le faire aussi dans la plupart des CRM, c'est avec l'automatisation des processus. Dès qu'un client devient client, il reçoit un certain nombre de messages de manière automatique. Voilà. Donc la Sales Intelligence, c'est quelque part aussi une boule de cristal, c'est cette troisième partie, hein. C'est anticiper les besoins, en particulier essayer de réduire l'attrition. Alors souvent les commerciaux sont moins appliqués là-dessus parce qu'ils sont appliqués sur vendre, et après si le client ne renouvelle pas, c'est un peu moins leur affaire, sauf s'ils sont incentivés sur le chiffre d'affaires récurrent, c'est-à-dire les contrats. Ce qui est intéressant quand même, c'est de voir si on ne va pas pouvoir identifier des signaux qui permettent de savoir de manière proactive si un client devient mécontent
ou pas. Par exemple, sur le web, s'il rejoint un groupe, s'il tape des questions sur un forum, etc. etc. Ou alors, par exemple, si on a une série de mauvaises notes SAV, si par exemple il y a un appel du directeur d'entreprise au service technique, c'est-à-dire que quelqu'un n'est pas content, s'il y a un ralentissement des appels, une réduction d'utilisation du produit, en particulier sur des solutions cloud, tout cela en fait permet de générer des alertes proactives et de pouvoir en fait impliquer le commercial pour essayer de garder le client. Parce que le commercial généralement il ne va pas rappeler sans cesse ses clients existants qu'il pense lui satisfait. Par contre, la Sales Intelligence peut lui dire attention, il y a une alerte ici, ce client-là n'utilise plus de produit ou ce client-là en fait a beaucoup d'appels de mécontents, etc., etc. Voilà. Donc après, la contextualisation, c'est aussi quelque chose qui est important. C'est un quatrième point qui est important. La Sales Intelligence, c'est l'immédiateté en fait. Parce qu'avec un CRM moderne, le but n'est pas forcément d'avoir de l'information, mais d'avoir la bonne information au bon moment. Par exemple, en fait, lorsque vous envoyez un email à un prospect, des plugins comme Discoverly ou EverContact permettent d'afficher en même temps que vous lisez ou que vous envoyez un email, une petite fenêtre sur le client. On voit par exemple son poste, on voit ses contacts, etc., etc. Donc en fait, comme ça, quand on est en train de téléphoner au contact, au prospect, on peut savoir ses passions, des relations communes, les entreprises sur lesquelles il a travaillé plus tôt ou plus tard. Bref, tout ça en fait permet de mettre de plus de relationnel. Voilà. Donc là j'en étais en fait sur la fin de cette partie sur la Sales Intelligence. Moi je dirais que la Sales Intelligence, il n'y a pas de révolution, c'est tout simplement essayer d'améliorer l'efficacité des commerciaux. Souvent en fait ils avaient un CRM, ils avaient des méthodes, mais en fait c'était pas toujours appliqué dans l'entreprise et surtout il manquait des outils pour automatiser et intégrer la gestion des médias sociaux. La Sales Intelligence apporte ces outils-là et fédère à la fois le CRM, les méthodes de vente, les médias sociaux, la mobilité, etc. etc., etc. Et va même aller plus loin puisque la Sales Intelligence intègre également la gamification. La gamification, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement prendre en compte en fait que c'est toujours plus intéressant de travailler en s'amusant. C'est-à-dire qu'au lieu tout simplement de vendre comme d'habitude, on va pouvoir motiver son équipe commerciale en utilisant les ressorts et les mécaniques du jeu, avec par exemple des badges, l'augmentation de niveau, des classements, des progrès, etc., etc. Tout cela en fait, ça va arriver de plus en plus. La Sales Intelligence va plutôt se transformer en Sales Motivations, c'est-à-dire que tout simplement les commerciaux vont être récompensés sur les actions effectuées, ils vont pouvoir comme ça gagner des points virtuels, et tout de suite en fait on va intégrer au CRM cette partie-là qui va leur permettre d'être tout de suite beaucoup plus efficaces, beaucoup plus motivés et de ne pas considérer leur travail comme une contrainte comme on va parfois, mais plutôt comme un amusement. Et c'est d'autant plus important que parmi les commerciaux, on a beaucoup de gens qui ont un profil, ce qu'on appelle le profil killer. Le profil killer, c'est Bartle qui a inventé. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 4 grands profils chez les joueurs. Il y a les killers qui sont en fait des gens qui veulent toujours être premiers dans les jeux. Il y a les explorateurs qui veulent tout connaître, ça va en premier. Les choses, par exemple, sur un produit, sur un certain nombre de choses. Il y a les socializers qui ont plutôt une importance sur le relationnel, etc., etc. Donc en fait, on voit que chez les commerciaux, les killers, c'est-à-dire les gens qui veulent être premiers, sont très nombreux. Ils sont quasiment majoritaires. Généralement, ils font plus de 40% des commerciaux dans une entreprise. Donc en fait, ces gens-là, ils aiment bien le challenge, ils aiment bien de la motivation. Et donc vous allez pouvoir utiliser ce levier-là dans la Sales Intelligence pour motiver les commerciaux à la fois, par exemple, pour des objectifs quantitatifs, faire du chiffre d'affaires, mais également qualitatifs, faire des démos par exemple, remplir des fiches, récupérer des emails, etc., etc. Ça va motiver un petit peu les gens et ça va arriver à une nouvelle dynamique dans l'entreprise. Voilà, donc là cet article-là, je voulais vous en faire une synthèse. Hein. Vous pouvez le retrouver en intégralité sur le blog de Sparkline, la solution de Sales Intelligence, pour pouvoir voir les exemples et les captures écran. A bientôt.